Bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue sur notre webinaire Atlas dédié au FNE renforcé dans le cadre de l'activité partielle. Nous allons l'animer à deux avec François Infantes, notre délégué régional Hauts-de-France et Normandie, et pour ma part, donc Nicolas Rivier, directeur de projet, référent sur le FNE. Alors on va peut-être laisser encore une petite minute aux participants pour se connecter. On va peut-être en profiter pour vous donner quelques informations en termes de fonctionnement sur le webinaire. Si vous n'avez pas encore participé au webinaire organisé par Atlas, vous aurez la possibilité de poser des questions sous l'onglet questions en direct. Et donc, on se relaiera, François et moi, pour y répondre au fur et à mesure de la présentation. On va dérouler. On a prévu de vous proposer une présentation sur 1 heure. On va essayer d'être le plus synthétique possible pour vous présenter le maximum d'informations disponibles à date sur l'organisation et le déroulement du dispositif FNE dans sa nouvelle configuration. Alors, il y a 400 personnes qui nous ont rejointes. On va vous proposer de démarrer par le tout début. Donc, sur cette présentation, on va vous proposer aujourd'hui. On va essayer de traiter les On va vous proposer de traiter les principales questions qui peuvent se poser aujourd'hui pour les entreprises confrontées à l'activité partielle qui souhaitent savoir comment elles peuvent mobiliser le FNE dans sa nouvelle configuration. Donc, repréciser dans un premier temps qu'est-ce que le FNE renforcé dédié à l'activité partielle, puisqu'il vient amener des évolutions par rapport au cadre que certains pouvaient déjà connaître dans le cadre du FNE antérieur. Ensuite, quel est le rôle de l'OPCO dans ce dispositif-là, pour savoir exactement comment nous intervenons. Ensuite, savoir comment déposer sa demande avec tous les éléments pour pouvoir effectivement réaliser une demande qui puisse être traitée le plus rapidement possible. Et après, comment elle va se concrétiser. Et puis, on vous proposera ensuite quelques minutes de questions-réponses si on n'a pas réussi à traiter toutes les questions au fur et à mesure, sachant que de toute façon, l'ensemble des questions, si on n'est pas en mesure d'y répondre, parce que vous allez être a priori assez nombreux aujourd'hui, si on n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions aujourd'hui, on publiera les réponses avec le webinaire une fois qu'il sera mis en ligne à l'issue de la présentation. Voilà, donc par rapport à ça, on fera en sorte de regrouper les questions pour que vous ayez le maximum de réponses. Donc je vous propose de démarrer. Donc, premier élément sur qu'est-ce que le FNE renforcé activité partielle. Par rapport à ça, une information, c'est que le FNE, pour un certain nombre d'entreprises, le connaissait déjà, qui est un outil au service de l'État pour financer les évolutions que peuvent rencontrer certaines entreprises et faciliter le repositionnement des salariés, notamment dans des périodes de baisse d'activité. Alors, c'est un dispositif étatique, c'est un dispositif préexistant qui jusqu'à présent avait la particularité de ne pas se cumuler avec l'activité partielle, donc c'était une alternative à l'activité partielle, et qui avait la particularité également, dans le cadre de conventions qui pouvaient être passées entre l'entreprise et l'État ou éventuellement des OPCO, d'être sur un principe de cofinancement des coûts de formation. Donc là, le FNE activité partielle, dans sa nouvelle configuration qui a été mise en place à l'occasion de la crise du Covid, a amené un certain nombre d'évolutions et c'est pour ça qu'on le qualifie de FNE renforcé, puisque à cette occasion-là, d'une part, il est venu s'articuler avec l'activité partielle, non plus être une alternative. Donc, il est maintenant ouvert aux salariés en activité partielle, compte tenu de l'importance de cette situation aujourd'hui dans l'ensemble des secteurs économiques. Et l'autre particularité de ce renforcement, c'est la prise en charge à 100% des frais pédagogiques, qui est une nouveauté et qui fait aujourd'hui tout l'intérêt du dispositif, puisqu'il y a une simplicité dans la possibilité de recours à un financement qui couvre l'ensemble des frais pour les actions qui sont éligibles. Voilà, donc par rapport au cadre global des FNE activité partielle, on est là sur quelque chose qui vient vraiment renforcer les possibilités offertes aux entreprises.
Alors, les questions qui vont se poser pour pouvoir recourir à ce FNE, c'est de savoir assez rapidement qui est concerné, quelles sont les actions qui sont éligibles et quels sont les coûts qui sont pris en charge. Donc, par rapport à ça, assez simplement, le FNE renforcé en termes d'activité partielle, qui est éligible à toutes les entreprises qui ont obtenu une autorisation de recours à l'activité partielle. Donc, c'est le point d'entrée qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est le recours à l'activité partielle validé par les directs. Et donc, en termes de périmètre, il n'y a pas de critère de taille d'entreprise, il n'y a pas de critère de secteur spécifique ou d'activité. Toutes les entreprises qui aujourd'hui ont recours à l'activité partielle peuvent solliciter le FNE renforcé. Alors, qui sont les salariés qui sont éligibles dans ces entreprises? Donc, les salariés qui sont placés en activité partielle sont le public prioritaire de ce dispositif-là. Et la particularité aussi, c'est qu'il faut qu'ils soient volontaires pour participer aux actions de formation, dans la mesure où les salariés qui sont placés en activité partielle ou à leur contrat suspendu, et le fait de participer aux formations sur leurs heures chômées, c'est sur leur libre décision, et donc il est nécessaire d'avoir leur accord, et plus particulièrement d'avoir leur accord formalisé de façon écrite, puisque c'est un élément, on y reviendra tout à l'heure, mais qui est un élément qui peut être demandé dans le cadre de la vérification des dossiers qui pourront être faits sur les demandes de FNE. Donc, point important, pour les salariés placés en activité partielle, nécessité de cet accord formalisé de la part du salarié. Il n'y a pas nécessairement de forme préidentifiée, il n'y a pas de formulaire prédéfini, c'est juste qu'il faut avoir l'accord écrit de la personne comme quoi elle est prête à suivre la formation sur ses heures d'activité partielle. Alors, jusqu'à présent, on était sur un dispositif où ça paraissait relativement simple de dire on prend les salariés en activité partielle d'entreprise, donc qui ont recours à l'activité partielle. Il y a une particularité qui a été introduite assez récemment, c'est une exception, la possibilité d'intégrer des salariés qui, eux, sont en activité, on va dire, normale, dans le cadre des sessions qui sont prévues pour les salariés en activité partielle. Donc ça, les services de l'État qui assurent la définition du cadre de ce dispositif ont ajouté cette possibilité-là de façon exceptionnelle et de façon temporaire, puisque ça ne s'applique que pour des demandes qui seraient déposées avant le 31 mai. La particularité par rapport à ça, c'est qu'on est sur des demandes qui vont être des demandes qu'on appelle mixtes. Et donc, ces demandes mixtes, c'est bien des demandes qui concernent des entreprises ayant recours à l'activité partielle, pour lesquelles elles ont eu un accord de recours à l'activité partielle, et qui sollicitent le FNE pour des actions de formation qui associent des salariés en activité partielle et des salariés qui, eux, sont en activité. Donc, on a un point d'entrée, c'est est-ce que l'entreprise a l'accord de recours à l'activité partielle? Et un deuxième élément, il faut qu'il y ait au minimum des salariés en activité partielle parmi les salariés qu'on place dans ces actions de formation. La particularité pour ces dossiers exceptionnels, c'est qu'il est nécessaire aussi de s'assurer de la disponibilité des salariés pour suivre la formation alors qu'ils sont en activité normale. Par rapport à ça, pour éviter qu'il y ait des demandes sur des parcours qui ne puissent pas être poursuivis. Et d'autre part, de l'accord du salarié si la formation est réalisée hors temps de travail, donc puisqu'ils peuvent être en activité normale, mais suivre la formation éventuellement sur du hors temps de travail. Dans ce cas-là, il faudra aussi avoir leur accord écrit. Alors, ce cadre-là du périmètre des entreprises est aussi précisé quelles sont les actions qui sont éligibles. Donc là-dessus, les définitions des actions qui sont éligibles au FNE renforcé est très large. Le souhait a été de vraiment donner la possibilité aux entreprises dans cette situation très particulière de pouvoir recourir à de multiples actions, donc principalement les actions de formation, dans une moindre mesure les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience, sachant qu'il y a quand même quelques contraintes en termes de calendrier qui peuvent orienter plutôt sur telle ou telle action en particulier. Alors, sur quelles actions de formation, puisque là aussi, il est important de savoir, avant de faire des demandes de FNE, lesquelles sont éligibles. Donc, c'est des formations qui doivent permettre aux salariés de développer des compétences et de renforcer son employabilité
quel que soit le domaine concerné, mais en lien avec l'activité de l'entreprise, hein, puisqu'il ne s'agit pas, dans le cadre du FNE, initialement de former sur de la reconversion ou sur des projets personnels, mais bien de soutenir l'effort des entreprises pour préparer la suite de la reprise. Et par rapport à ça, de profiter de ce temps-là pour développer les compétences de leurs salariés. Donc, c'est un élément qu'on apprécie aussi dans les demandes qui sont faites. La formation doit se dérouler, et c'est ça qui est assez structurant et le point qu'il faut vraiment retenir. La formation doit pouvoir se dérouler durant la période d'autorisation de recours à l'activité partielle de l'entreprise. Donc, quand on dit ça, c'est-à-dire que l'entreprise qui a fait une demande de recours à l'activité partielle va avoir une autorisation pour une période définie avec une date de fin. Les formations qui sont demandées doivent pouvoir se dérouler durant cette période d'autorisation de recours à l'activité partielle. Donc, si la période d'activité partielle validée pour l'entreprise va jusqu'au 30 juin, les formations qui sont prévues et demandées dans le cadre du FNE ne doivent pas aller au-delà du 30 juin. La formation doit être réalisée à distance. Alors, pendant la période de confinement, donc ça jusqu'à cette semaine, la question était relativement simple. Désormais, on est en période de déconfinement, donc la question du recours à la formation en présentiel va se poser. Pour l'instant, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est la disponibilité et des organismes de formation pour accueillir éventuellement des salariés en présentiel et la disponibilité des salariés et leur volonté de se déplacer pour aller suivre ces formations dans ce contexte de déconfinement. À l'heure actuelle, on est plutôt sur une préconisation forte de rester sur des formations à distance, situation qui aura probablement vocation à évoluer dans les semaines qui viennent au fur et à mesure que les conditions seront plus favorables. En tout cas, pour l'instant, on est toujours sur des formations à distance dans ce qui était prévu. Dernier élément, l'organisme de formation est référencé Datadoc. Donc, les mêmes critères qualité s'appliquent. Hein, c'est comme pour les autres financements publics ou référencés Pôle emploi ou financés par les conseils régionaux. Principalement, donc c'est le référencement Datadoc qui est important à prendre en compte, sauf s'ils ont été référencés Calliope entre-temps. Et dernier point, l'organisme de formation, il peut y avoir quelques exclusions. Donc, une définition des actions de formation qui est très large, des contraintes en termes de calendrier de réalisation pour que les actions s'inscrivent dans le calendrier de la période d'autorisation de recours à l'activité partielle, un cadre à distance qui va probablement s'atténuer un petit peu dans les semaines à venir, et des contraintes en termes de référencement d'organismes de formation pour garantir qu'on est sur des actions qui sont reconnues. Alors, qu'est-ce qui, par contre, n'est pas éligible? Une fois qu'on a défini, grosso modo, qu'est-ce qui était éligible dans ces actions, on a des exclusions qui sont assez précises sur les actions de formation en alternance. Donc, évidemment, tous les contrats de professionnalisation et tous les contrats d'apprentissage n'ont pas leur financement n'est pas éligible au FNE. Les formations internes sont également non éligibles au FNE, avec une précision par rapport à ça. Les formations internes, ça s'entend au sens de formation réalisée par un organisme qui a le même sirène, la même identité, la même personne morale que l'entreprise. Donc, si au sein d'un groupe, il y a des entités distinctes qui sont organismes de formation, éventuellement, ils peuvent, s'ils sont référencés Datadoc, ils peuvent assurer des formations au titre du FNE. Par contre, si c'est la même entreprise qui est à la fois porteuse des formations et des salariés en activité partielle, ce n'est pas éligible au financement par le FNE. Dernier élément, alors c'est celui qui prête le plus à interprétation, les formations qui relèvent de l'obligation de formation générale à la sécurité incombant à l'employeur sont inéligibles. Alors après, la définition exacte et exhaustive de l'ensemble des actions concernées prête parfois un petit peu à interprétation. Il y a eu un certain nombre d'informations qui ont été précisées dans le cadre des questions-réponses qu'ont publiées les services de l'État. Par rapport à ça, d'une façon générale, toutes les formations santé et sécurité sur l'accueil de salariés sont inéligibles.
ponctuellement des renouvellements d'habilitation peuvent, elles, être éligibles et aller sur des exceptions quand on est sur la reconversion de certains salariés d'un poste à l'autre. Éventuellement, il y a des formations initiales qui peuvent l'être. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que tout ce qui a normalement trait effectivement au cadre légal de formation liée à la sécurité reste une obligation de l'employeur et pas éligible au FNU. Alors, on a vu quelles étaient les entreprises qui étaient éligibles, quelles étaient les formations qui étaient éligibles. La question qui se pose après, c'est qu'est-ce qui est pris en charge concrètement dans le cadre de ce dispositif. Donc la prise en charge, là, on l'a évoqué au début, c'est une prise en charge à 100%, donc il n'y a pas de cofinancement dans le cadre du FNE, il n'y a pas de possibilité de cofinancement, ce qui veut dire aussi que les prises en charge, soit elles sont totales, soit elles sont nulles, donc il n'y a pas d'accord partiel, voilà, soit elles sont prises en charge totalement, soit elles peuvent être éventuellement refusées si elles ne sont pas éligibles. Qu'est-ce qui est pris en charge? Donc, c'est uniquement les frais pédagogiques, puisque la rémunération est prise en charge au titre de l'indemnisation d'activité partielle pour les salariés donc, qui sont en activité partielle. Pour les salariés qui seraient dans le cadre de dossiers mixtes, qui seraient en activité, la rémunération elle reste prise en charge par l'employeur, puisque là on est plutôt sur une exception de financement des frais pédagogiques. Par contre, là on les couvre intégralement. Alors la question des montants, des plafonds et autres a donné lieu à beaucoup de questionnements dans la mesure où la communication qui a été faite nationalement a été axée sur le seuil des 1 500 € TTC par salarié. Alors, ce qu'il faut retenir, on n'a pas nécessairement de plafond sur le montant total de la formation, mais une vigilance qui est très forte sur les coûts de formation. Et par rapport à ça, la vigilance, c'est le fait que les coûts qui sont proposés par les organismes de formation correspondent bien aux coûts habituels sur les formations du secteur concerné par rapport à ce qu'on peut connaître déjà en présentiel et par rapport aux modalités de formation. Donc, ce sont des éléments qu'on va prendre en compte pour évaluer la pertinence du coût qui est proposé et pouvoir éventuellement avoir une discussion avec l'entreprise et l'organisme de formation sur la réalité de ces coûts. Il y a une discussion sur un seuil de 1 500 € qui a été présenté sur le FNE, ce 1 500 € TTC par salarié. Alors là-dessus, ça a pu être interprété comme étant un plafond. Ce n'est pas nécessairement un plafond, mais c'est un seuil qui est assez important dans la mesure où, au-delà de ce seuil, l'instruction doit être largement approfondie par rapport à la pertinence de l'action. Et on y viendra ensuite sur les modalités pratiques de l'articulation entre l'OPCO et les services de l'État. En tout cas, assez systématiquement, il y a une validation des demandes par les services de l'État quand ils sont instruits par les OPCO sur ces montants supérieurs à 1 500 €. En dessous, on est sur une instruction qui est plus rapide, en tout cas qui est plus simple, puisqu'elle porte exclusivement sur les critères de conformité aux périodes d'activité partielle, de conformité par rapport aux typologies de formation et de conformité par rapport aux standards des prix du marché. Donc là-dessus, sur la partie financement, on a la possibilité de faire des demandes qui vont au-delà de 6 500 € par salarié, mais il faut savoir que dans ce cas-là, on va avoir des demandes plus importantes en termes de vérification et des délais qui vont être plus importants. Alors, on a évoqué tout ce qui était les éléments qui permettaient d'avoir recours au FNE renforcé. Il faut savoir aussi que par rapport à ce recours-là, il va y avoir un certain nombre d'engagements de l'entreprise qui va solliciter ce financement à partir du moment où elle va y avoir accord pour y recourir. Donc le premier engagement, c'est de garantir que les salariés pour lesquels le financement est demandé sont bien en activité partielle, donc pour les hors dossiers mixtes. Et il y aura la nécessité de fournir les éléments en cas de contrôle par les services de l'État sur la réalité de cette activité partielle pour ces salariés.
il faut conserver la preuve que les salariés en activité partielle ont donné formellement leur accord pour suivre la formation sur leurs heures chômées, ce qu'on évoquait au début. Donc ça, c'est une responsabilité de l'entreprise. Alors, initialement, il était demandé dans les dossiers de demande de FNE de fournir cet accord. Suite à une discussion avec les services de l'État, on a pu valider le principe qu'une attestation de l'employeur comme quoi il avait recueilli cet accord était suffisante. Donc, c'est un document qu'on a mis à votre disposition sur notre site pour compléter vos dossiers. Et à partir de là, il n'est plus nécessaire de les fournir dans le cadre de la demande de financement. Par contre, ces éléments justificatifs peuvent être demandés dans le cadre de contrôle par les services de l'État. L'autre engagement, c'est de maintenir les salariés qui ont bénéficié du FNE, de les maintenir en emploi pendant toute la durée des actions prévues. Et si des salariés devaient être licenciés pour autre chose que faute grave et lourde pendant la période de formation, les coûts de formation de ces salariés ne seraient pas pris en charge. Le dernier élément, on vient de l'évoquer, c'est sur le fait de se soumettre au contrôle éventuel dans le cadre de la vérification de services faits. Les services de l'État pourront être amenés à vérifier un certain nombre d'éléments par rapport au dossier, par rapport aux engagements qu'on récapitule au moment de l'accord de financement. Voilà. Donc, ce ne sont pas des obligations qui sont très étendues, mais il faut par contre les avoir bien à l'esprit dans le cadre de ces demandes de financement. Dernière chose, un point peut-être que j'ai sauté tout à l'heure quand je vous ai présenté le financement. Si le salarié qui est en activité partielle, qui bénéficie du FNE, une fois que sa formation est validée, si pendant sa période de formation, il est amené à reprendre son activité, il peut poursuivre la formation. On poursuivra le financement de cette formation s'il continue à la suivre alors qu'il a changé de statut. Voilà. Tant qu'on est dans les bornes de la période d'activité partielle de l'entreprise, si le salarié en cours de formation reprend son activité, on maintiendra le financement de son action de formation, sous réserve évidemment qu'il y participe toujours, puisqu'on ne financera qu'à hauteur de ce qui aura été réalisé en termes de formation. Voilà. Donc là-dessus, j'ai fini la partie relative un peu au périmètre général du FNE. Je vais vous préciser plus rapidement quel est le rôle de l'OPCO dans ce dispositif, puisque, comme je l'évoquais, c'est un dispositif de l'État. Initialement, jusqu'à la fin du mois de mars et presque le début du mois d'avril, les OPCO n'étaient pas partie prenante de ce dispositif, compte tenu de la charge assez importante qu'a représenté notamment la prise en charge de l'activité partielle pour les entreprises touchées par la crise. Les services de l'État étant très mobilisés, les OPCO ont été sollicités pour gérer pour le compte de l'État le recours au FNE sur la plupart des secteurs. Donc le rôle de l'OPCO dans ce cadre-là, c'est une intervention nationale au titre d'Atlas, mais dans le cadre de conventions avec les directs de chaque région. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que l'OPCO va pouvoir traiter les demandes de toutes les régions. Par contre, il les traite dans un cadre qui est à chaque fois fixé par une convention régionale avec une directe. Donc, il peut induire quelques spécificités régionales en termes de traitement, même si globalement, on est dans un process qui est assez harmonisé au niveau national. Voilà. Et donc, notre rôle, c'est une délégation d'instruction et de paiement pour les demandes financées par le FNE. C'est-à-dire qu'on va traiter 4 étapes principales: informer et conseiller les entreprises. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. On a tous nos conseillers qui sont dédiés sur le sujet actuellement pour répondre au mieux, et on sait qu'ils ont beaucoup de questions. On sait aussi qu'il est parfois compliqué pour les entreprises et pour les organismes de formation parfois de s'y retrouver, dans la mesure où un certain nombre de dispositions peuvent évoluer dans le temps. Et nous-mêmes, nous sommes amenés à ajuster progressivement, jour par jour, les réponses dans ce dispositif qui s'est mis en place très rapidement et en l'espace d'un mois pour couvrir nationalement l'ensemble des demandes.
Ensuite, notre rôle, c'est de recueillir ces demandes. Et donc là, chaque OPCO a mis en place les procédures nécessaires qu'on va vous détailler juste après pour pouvoir récupérer le plus rapidement et le plus directement possible les demandes dans le cadre qui est fixé. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les règles que nous appliquons sont celles qui sont définies dans le cadre des conventions que nous avons passées avec les services de l'État. Donc, ce ne sont pas des règles de l'OPCO, mais bien des règles qui nous sont demandées par les services de l'État et que nous appliquons au titre d'une délégation de service. Troisième élément, c'est d'instruire ces demandes pour vérifier leur conformité. Et dernier élément, c'est le financement lui-même qu'on assure directement pour le compte des services de l'État. Alors, j'ai fini sur ces deux premières parties. On va passer à une partie plus pratique, et donc pour laquelle je vais laisser la main à mon collègue François Infantès. Merci Nicolas. Je vais donc prendre le relais. Je vous demande juste une seconde pour un ajustement technique et mettre en place donc la présentation dans le fil. Désolé, j'ai essayé de répondre au maximum de questions possibles pendant que Nicolas effectuait sa présentation, mais vous avez été très nombreux, très rapides. Donc, je ne suis pas certain d'avoir répondu à tous. On aura un petit moment à la fin de cette présentation. Alors, moi, je vais vous présenter donc comment déposer une demande de façon concrète de financement pour le FNE formation. Bon, d'abord les modalités de dépôt et puis le contenu du dossier. Donc, ça va aller assez vite, surtout pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de travailler avec l'OPCO Atlas sur leur demande de formation. Donc concrètement, on a fait le choix de dématérialiser complètement les demandes de prise en charge. Donc vous êtes invité à passer par votre compte privatif MyAtlas, à saisir une demande de formation dans la catégorie plan de formation ou plan de développement de compétences. Donc ça, c'est, je dirais, la procédure habituelle pour vous faire financer des formations par Atlas. On vous suggère de faire une demande par action de formation. Donc, comme ça a été précisé dans certaines réponses à des questions, donc si c'est une formation intra, vous faites une demande et vous indiquez les multiples stagiaires qui vont suivre cette action-là. De même, si c'est une formation inter, vous pouvez cumuler les coûts du moment que c'est la même date de début, même date de fin et la même action de formation. La seule petite distinction, c'est si vous avez un public mixte, c'est-à-dire des salariés qui sont placés en AP et d'autres qui ne sont pas placés en AP, à ce moment-là, on vous suggère de faire des demandes séparées pour les personnes qui sont en activité partielle et une demande séparée pour celles qui ne le sont pas. Et vous allez comprendre la logique de cela avec les pièces à joindre. Donc, je reprends le fil de la saisie. Donc, vous faites une demande de prise en charge sur le site sur MyAtlas au titre du plan de formation. L'intitulé de la formation doit démarrer par FNE suivi de l'acronyme de votre région, donc IDF pour Île-de-France, O2C pour Occitanie, HDF pour Hauts-de-France, etc. Simplement pour que nous, on puisse suivre de façon plus efficace l'évolution du dispositif région par région. Comme vous l'a expliqué Nicolas, les enveloppes ne sont pas distribuées par l'État au niveau central, mais sont distribuées par l'État décentralisé, ce qui veut dire que nous avons forcément un dialogue de gestion particulier région par région. Donc nous sommes contraints, tout en étant un OPCO national, à réaliser une gestion régionalisée. N'oubliez surtout pas ce tag FNE, sinon vos dossiers ne seront pas considérés, ne seront pas traités selon les modalités que nous venons de vous expliquer. En ce qui concerne les pièces à joindre, donc une fois que vous avez enregistré votre demande de prise en charge sur le site, donc vous faites bien déposer la demande et après vous pouvez déposer les pièces. Les pièces sont assez cohérentes et simples.
Donc, vous avez à joindre forcément à cette demande une demande de subvention simplifiée. Donc ça, c'est un document Word qui vous est fourni, et je vous montrerai après sur le site internet d'Atlas, ou qui vous est fourni par votre direct. Donc c'est un 2 pages, en document Word, assez simple, où vous devez indiquer les éléments synthétiques de la formation et surtout le numéro de déclaration d'activité partielle qui vous est délivré par la directe. Ensuite, on vous demande une attestation sur l'honneur spécifiant que les salariés concernés sont bien en activité partielle et surtout sont volontaires pour réaliser cette formation. Donc ça, c'est un élément qui est très important parce que le placement en activité partielle procède d'une interruption du contrat de travail, ce qui veut dire que le salarié n'est plus contraint de suivre une formation que vous lui demandez de suivre en tant qu'employeur, puisque son contrat de travail n'a plus cours. Donc on a besoin, vous avez besoin d'être de ce côté-là sécurisé, de disposer de l'accord du salarié. Donc le mieux étant d'avoir l'accord formel du salarié, mais à défaut, et pour aller plus vite, une attestation sur l'honneur spécifiant que vous en disposez suffit pour l'instruction du dossier. Ensuite, pour comprendre l'action que vous nous demandez, on va vous demander le programme de formation, qui bien sûr doit spécifier les modalités distancielles ou formation à distance si la formation démarre comme ceci dans le cadre du confinement aujourd'hui, et puis un devis précisant les éléments financiers de cette formation-là. Et enfin, dernier élément, donc la copie de la notification d'autorisation de recours à l'activité partielle délivrée par la directe. Voilà, donc ces éléments ne sont pas très compliqués. Ce qui est un peu plus laborieux, c'est qu'il faut les fournir à chaque demande. Donc même si une même entreprise dépose 10 dossiers, vous devez à chaque fois fournir des éléments de façon complète pour qu'on puisse instruire les dossiers de la manière la plus efficace possible. Comme vous le disait Nicolas tout à l'heure, nous avons une préconisation de l'État qui est assez variable direct par direct, donc région par région, qui est d'être parcimonieux avec les coûts. En clair, l'État nous demande de ne pas financer, d'éviter toute dérive, c'est-à-dire des coûts excessifs ou non pratiqués habituellement hors subvention FNE. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu répondre de façon précise à quel est le budget FNE par salarié, quel est le taux maximum, etc. 1 500 €, c'est un coût d'alerte à partir duquel on va regarder en détail et selon les cas, on va rentrer en dialogue avec l'État pour savoir s'ils acceptent que nous financions ou selon les cas, nous allons prendre si nous jugeons le coût de la formation conforme au prix du marché. Donc c'est pour ça que nous avons nécessité de disposer du devis pour chacune des actions de formation et pas simplement de la déclaration sur la demande. Voilà, une fois que la demande est traitée, vous recevez donc un accord ou un refus. C'est important. Alors, on a une préconisation d'accorder le plus possible et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les refus sont en nombre très limité. Simplement, il n'y a pas de cofinancement possible. Ce qui veut dire que si l'État nous demande de ne pas financer la formation, notamment pour une question de coût, qui est le principal motif aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va plafonner à 1 500. Donc, ça sera ou zéro ou l'intégralité de la formation qui sera prise en charge. Une fois que vous recevez l'accord de prise en charge Atlas, vous verrez qu'il y a un logo de l'État dessus et cet accord vaut convention FNE formation, donc, qui reprendra donc les engagements que vous a détaillés Nicolas. Voilà, on part sur le principe d'une subrogation automatique. L'idée du FNE formation, c'est de vous aider à traverser une période difficile. Donc, la généralisation de la subrogation permet à l'entreprise de ne pas débourser la trésorerie pour faire une avance ou régler cette facture et se faire rembourser ensuite. Donc, nous occupons de cet aspect-là avec l'organisme de formation. Donc, au niveau facturation, ça c'est plus l'affaire des organismes de formation. On va accepter une proratisation, c'est-à-dire qu'un salarié qui a démarré une formation pendant son activité partielle, mais qui reprend un contrat et vous décidez d'arrêter conjointement la formation, nous payerons les heures réalisées au prorata. Ensuite, compte tenu du fait que les formations vont probablement, pour la plupart, démarrer en distanciel ou en FOAD, on va se contenter d'un certificat de réalisation
de la part de l'organisme de formation plutôt que des feuilles de présence qui ne sont pas possibles dans ce cas-là. Bien évidemment, on acceptera toute pièce, preuve de connexion ou autre, que pourra nous fournir l'organisme de formation pour certifier que les heures se sont réalisées. En tout cas, on n'en aura pas besoin pour le paiement, mais c'est important de les conserver. Et puis, pour le paiement, on demandera aussi une attestation de l'employeur spécifiant que le stagiaire, la personne qui a bénéficié de la formation, fait toujours partie de l'effectif. Voilà, dans la présentation que vous recevrez en emailing à la suite de cette réunion, vous trouverez le lien pour vous rendre sur le site Atlas. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, pour ceux d'entre vous qui le connaissent et qui ont l'habitude de bénéficier de financement en formation continue ou en formation en alternance, les codes identifiants sont les mêmes, hein, c'est simplement un dispositif de plus qui vient s'ajouter au service que vous propose votre OPCO. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé nos services, il s'agit de créer d'abord un compte MyAtlas, et c'est assez facile, hein, vous le créez avec votre numéro de SIRET ou votre numéro d'adhérence si vous le connaissez, et dans les 24 heures, vous recevez un code qui vous permet de vous connecter et de rentrer en relation avec nous. L'ensemble des documents doivent passer par la plateforme MyAtlas. Ne nous envoyez pas d'email, surtout pas. On ne saura pas traiter une demande par email ou par papier. En revanche, vous pourrez rester connecté avec vos conseillers formation qui pourront vous donner le plus d'informations possible pour vous aider à remplir les dossiers si vous n'y arrivez pas, ou des éléments prévisionnels si les délais de réponse sont trop tardifs. Donc on sait à peu près, en regardant un dossier de près, s'il y a un risque que la directe l'accepte ou rechigne à le financer. Donc cet élément-là, en termes de prévision, votre conseiller formation peut l'échanger avec vous et vous retrouvez ses coordonnées sur votre espace privatif MyAtlas. Voilà pour ma partie. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vais vous libérer la parole et je vous demande donc d'essayer d'être le plus discipliné possible, puisque nous sommes à peu près 700 en ligne, donc pour qu'on puisse bien entendre les questions qui sont posées. Voilà, il me semble que tous les sont connectés, donc tout le monde peut s'exprimer. Bonjour, est-il possible de savoir si les devis sont élaborés par session de formation ou par personne? Merci. Oui, bonjour, une question. La collaboratrice qui était en activité partielle et aujourd'hui elle est en arrêt de travail jusqu'au 31 mai. Peut-elle prétendre à cette formation? Alors, sur l'arrêt de travail, de toute façon, on est dans la logique habituelle. Hein, on réserve l'accord du médecin. Hello, le Capharnaüm. J'ai pas entendu votre réponse, excusez-moi, il y a du bruit. Aïe, aïe. Dans un salarié qui est en arrêt de travail, la participation à la formation, de toute façon, c'est sous le réserve de l'accord du médecin. Et en l'occurrence, s'il n'est pas dans le cadre de l'activité partielle, on ne peut pas lui valider la participation à la formation. D'accord. Bon, très bien, merci. Bonjour, le salarié dirigeant d'une SAS entre-t-il dans le champ de la formation? Dès lors qu'il est salarié de la structure. Chacun peut fermer son micro quand il ne parle pas, sinon on ne s'entend pas. Merci.
Oui, bonjour. Moi, je voulais vous poser une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je l'ai posée déjà par écrit. Le problème des formations, enfin, souvent les formations en FOAD, en e-learning, elles sont pas souvent en face-à-face pédagogique, mais c'est un ensemble de moyens qui sont mis en place. Et donc, en fait, elles ne sont pas forcément calquées sur un coût horaire, mais sur une prestation globale. Donc, dans ces cas-là, comment présenter sa demande à un OPCO? Je vous remercie. Je ferme mon micro. Oui, pour répondre à la question de madame, je me suis permis de couper le micro de tout le monde. Donc, dans le cadre des formations FOAD, vous avez forcément une équivalence en heures, puisqu'on est sur un forfait, et les organismes de formation ont l'habitude de présenter une facture forfaitaire. Donc, ça, vous pouvez l'indiquer dans la demande de prise en charge, et nous, on verra ensuite derrière. Au niveau de l'analyse des coûts, on ne va pas s'attacher seulement au coût total ou au coût horaire. Donc, c'est une vue d'ensemble que nous allons avoir. Et bien évidemment, les formations FOAD, on va les traiter comme on doit les traiter, comme on les traitait avant le confinement. Donc là-dessus, pas d'inquiétude, vous reportez le coût du devis sur votre demande de prise en charge. Sur la question qui nous était posée tout à l'heure sur la question des devis, donc les demandes que vous allez déposer via votre compte MyAtlas, c'est des demandes par session. Donc, si vous faites une session, donc là, un devis par session. Bonjour. Bonjour. En tant qu'organisme de formation, est-ce que je dois faire une action spécifique pour rendre ma formation éligible au FNE? Non. Non. Okay. Merci. Bonjour, j'ai une vraie question sur notre engagement auprès des organismes de formation. En effet, pour bloquer les dates des sessions qui sont très demandées, les organismes nous demandent de valider des devis, mais si nous validons les devis et que nous suivons les formations avant même d'avoir votre accord, finalement, de ce que j'ai compris, on pourrait aussi être surpris par une décision négative et un zéro financement de la formation qui pourrait être dommageable pour l'entreprise. Comment devons-nous gérer du coup ces inscriptions en formation tout en nous protégeant du financement de la formation en cas de refus? C'est quelle est la périodicité de l'actualisation de la connaissance client? Faut-il faire une actualisation à chaque opération, quelle que soit la nature de l'opération, selon certains critères? Et alors, pour être très pragmatique avec vous, la réalisation de la formation, si la réalisation de la formation est conditionnée au financement FNE, vous n'avez pas d'autre moyen pour être protégé que d'attendre d'avoir l'accord ou la position de l'OPCO. Pour anticiper les choses, vous pouvez échanger avec votre conseiller formation qui est dédié à votre entreprise pour jauger la part de risque. Il y a certaines actions dès qu'elles dépassent un certain seuil qui peuvent être aléatoires au niveau du financement et d'autres pour lesquelles, même avant traitement, le conseiller pourra vous dire ça va passer de façon certaine. Donc, dès lors, je vais prendre un exemple pragmatique. Hein, si on constate une formation en dessous du seuil d'alerte de 1 500 € qui est présentée et qui présente un coût horaire normal, c'est-à-dire qui était pratiqué avant confinement, il n'y a aucune raison qu'on vous la refuse si le dossier est complet, c'est-à-dire si vous êtes bien placé en AP et si le salarié est bien éligible. La seule alerte porte sur les formations onéreuses. Voilà, je peux pas aller plus loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État communique sur un délai de traitement rapide, quasi automatique, sauf que c'est pas ce qu'on nous demande d'appliquer sur le territoire, sur les territoires, ou du moins c'est de façon un peu aléatoire. Donc on peut difficilement vous faire une réponse différente de celle-ci. Et malheureusement, on ne tient pas aujourd'hui, on n'arrive pas à traiter les dossiers au jour le jour. Donc on est sur un traitement à peu près entre 5 et 7 jours après chaque demande. Et encore une fois qu'elles sont complètes. Je réouvre les micros.
Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quelle est la convention FNE à utiliser et qui doit la compléter. Moi, je suis organisme de formation. Une entreprise nous a adressé une convention FNE qui est différente de celle qui est en ligne sur le site institutionnel. Et sur cette convention, c'est l'organisme qui doit être indiqué, ce qui m'est vraiment étonnant pour moi. Quelle est la bonne convention à utiliser? Alors, il y a eu pas mal de documents qui ont circulé sur le FNE, notamment des modèles de convention qui étaient entre la directe et l'entreprise. Oui. Les éléments qui sont à compléter, c'est ceux qui sont présentés sur notre site. On a une page dédiée là, sur le FNE. On a essayé justement de récapituler à la fois la procédure et les documents en les mettant directement à disposition. Donc, il y a 2 pièces, on va dire un peu officielles, qui sont la demande de subvention et l'attestation de l'employeur sur le fait que les salariés sont en activité partielle et qu'il a recueilli leur accord. Donc dans ce cas-là, c'est à l'entreprise c'est à l'entreprise, pas à l'organisme de formation. Non, c'est l'entreprise. Eh oui, d'accord. Okay. Merci bien. Bonjour. J'ai 2 questions. Bonjour. Commercial des devis à fournir. Voilà. J'ai 2 questions. La première, c'est la date limite de fin mai est-elle uniquement pour les salariés qui ne sont pas en activité partielle ou est-ce qu'elle concerne tout le monde? Et ma deuxième question, là, un organisme m'a signalé que mon collaborateur était le seul inscrit pour le moment sur cette formation. Que se passe-t-il si la formation est reportée? Est-ce que le financement tient toujours ou est-ce qu'on perd le financement? Alors, sur la date de fin mai, c'est une échéance qui a été donnée pour les demandes mixtes. Donc, pour les salariés qui sont en activité partielle, pour l'instant, il n'y a pas cette échéance-là. Et pour ce qui est du report éventuel, si la formation est décalée, mais qu'elle se déroule toujours dans la période d'activité partielle de l'entreprise, le financement demeurera. C'est si la formation, du coup, est décalée en dehors de la période d'activité partielle de l'entreprise que le financement sera plus valide. Merci. Bonjour. Nous avons des salariés en activité partielle, mais qui travaillent à mi-temps. Est-ce qu'ils sont éligibles? Oui. Bonjour. J'aurais aimé savoir si, par exemple, nous sommes éligibles au temps partiel jusqu'à fin juin. J'aurais aimé savoir si on refait une demande, parce que dans notre secteur d'activité, ça va être compliqué de redémarrer, peut-être, en fonction aussi des éléments Covid qui vont se produire ou pas. Est-ce que si on fait une demande de prorogation de notre éligibilité au chômage partiel, on pourra toujours bénéficier de cette mesure de FNE? Oui. Tant que vous êtes placé en activité partielle, vous êtes éligible. En fait, tant que vous êtes dans la période d'activité partielle de l'entreprise, le FNE peut être mobilisé. Et qu'est-ce qu'on fait si l'État confirme l'arrêt du chômage partiel au mois de juin? Il n'y a plus de FNE? À part pour les actions déjà engagées? Alors là, nous, on peut difficilement répondre à la place de l'État, hein, puisque le dispositif lui-même, il a été monté de façon assez dérogatoire, on va dire, par rapport au fonctionnement précédent. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure que va se réadapter le contexte, l'État va réadapter le cadre du dispositif. Oui, d'où votre souplesse en disant que si je commence en chômage partiel à distance, mais qu'entre-temps je reprends, vous continuerez à le financer. Oui, parce que là-dessus, la volonté, c'est de ne pas pénaliser les salariés qui auraient initié la démarche avec l'entreprise et qui auraient démarré leur formation. Donc, ils reprennent l'activité partielle alors qu'on a une autorisation de recours, mais ce n'est pas une obligation de recours à l'activité partielle sur une période. Et donc, ni ils sont bloqués pour reprendre leur activité, ni ils sont bloqués pour finir leur formation. Super. Bonjour. Et si la date juste de la formation, elle est décalée en fait? Dans ce cas-là, si par exemple la formation qu'on a déjà initiée avec un accord FNE est en juin, et de ce fait-là, avec l'arrêt du chômage partiel, est-ce qu'il faut fournir des nouvelles pièces puisque le salarié n'aura plus droit au chômage partiel? Un droit ou... À partir du moment où on a validé que la formation se déroulait sur la période d'activité partielle de l'entreprise, même si le salarié sort, il n'y a pas besoin de pièces.
D'accord. Bonjour. On demandera. Bonjour. J'aimerais poser une question. J'aimerais savoir si les salariés peuvent choisir eux-mêmes leur formation et comment ils peuvent le faire. Alors, si la question c'est de choisir, ils peuvent toujours choisir. Par contre, la demande, c'est forcément l'employeur qui l'a fait. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Leur formation, comment ils peuvent le choisir sur le site OPCO ou sur autre chose? Sur tout ce qu'ils veulent. Sur tout ce qu'ils veulent? D'accord, ok. Très bien. Vous Et vouliez excusez-moi, pour avoir accès au site, est-ce que les salariés ont besoin de s'inscrire à l'OPCO ou faire un compte? Il n'y a que l'entreprise qui aura un compte et qui pourra faire la demande. Ce n'est pas individuel. D'accord, ok. Donc, c'est eux qui doivent choisir leur organisme et nous, on va regarder si c'est éligible. Merci beaucoup. Vous aviez ajouté quelque chose sur un salarié qui a repris son activité et qui se mettrait en formation avec un groupe qui est en chômage partiel. Il suffit juste qu'il soit lui-même cette journée-là en chômage partiel pour être éligible. Même pas. Là, il est éligible. Alors, vous êtes clarifier sur le mixte. Hein. Le mixte, c'est j'ai des salariés en activité partielle et des salariés qui ne sont pas en activité partielle mais qui font partie de la même entreprise, qui participent à la même session de formation. Oui, mais je les mets quand même en chômage partiel pour cette journée de formation. Après, le salarié, soit il l'est, soit il ne l'est pas. Enfin, Et si c'est que pour une seule personne, cette formation? Eh ben, soit c'est une seule personne qui est en activité partielle, soit si c'est une personne qui n'est pas en activité partielle, ça ne marche pas parce que ce n'est pas mixte. D'accord, donc il faut qu'il y ait plusieurs personnes sur cette formation pour que le mixte il fonctionne. Ce n'est pas juste l'entreprise qui est en activité partielle pour certains de ses salariés. D'accord. D'accord. Merci. Dans le cas d'un salarié, justement, qui reprend son activité en cours de formation financée par le FNE, est-ce qu'il doit suivre la formation sur son temps de travail ou hors temps de travail? Il peut la suivre hors temps de travail, mais il faudra qu'il ait donné son accord. D'accord. Par contre, sans accord, ce qui prévaut, c'est de la suivre pendant le temps de travail. D'accord. Merci. Bonjour, Bonjour. Une plateforme de formation. Ok, je vais laisser la parole à la personne, on doit parler en même temps. Oui, bonjour, je disais que voilà, vous aviez indiqué que voilà, les salariés en activité avaient la possibilité de faire une formation avant le 31 mai. Est-ce que là, on parle c'est la demande qui doit être faite ou c'est la formation qui doit être effectuée avant le 31 mai? C'est la demande qui doit être faite avant le 31 mai. D'accord, c'est-à-dire que la formation peut être faite en juin, mais est-ce que, admettons qu'on n'ait plus l'accord de la directe par rapport au recours à l'activité partielle et que la demande avait été validée? Il suit toujours. La demande sera validée que si les formations s'inscrivent dans la période d'activité partielle de l'entreprise. Parce qu'en fait, là, concrètement, mon entreprise a reçu une validation qui est valable jusqu'au 31 mai. Donc, moi, j'ai vu une formation pour un de mes salariés, qui va démarrer au mois de juin. Il faut que ça soit pendant la période d'activité partielle de l'entreprise. D'accord. Bonjour, j'ai une question pratique en fait sur les dossiers. Par exemple, si j'ai des salariés qui sont dans différents établissements, donc différentes régions, mais qui suivent la même session de formation, qu'est-ce que je dois indiquer comme région sur l'intitulé de la formation? Alors, le principe que nous avons adopté, c'est que si ce sont des établissements secondaires, on peut faire une seule demande au nom du siège. Okay. Et si ce sont des filiales, il faut faire plusieurs demandes. Ok, merci beaucoup. Bonjour, j'ai une question. Si une plateforme de formation en ligne n'est pas référencée Datadoc, est-ce qu'il est quand même possible d'avoir un financement FNE? Non. On financera que des organismes qui sont... Merci. Bonjour.
J'ai mal compris. Est-il éligible au FNE? Est-ce qu'un salarié en activité partielle pour garde d'enfant est-il éligible au FNE? Il me semble que non. Une bonne question. De mémoire, non, parce que on rajoutera dans les questions-réponses à l'issue, mais de mémoire, non. D'accord. J'aurais voulu une précision parce que j'ai l'impression d'avoir mal compris quelque chose. Mon salarié est en activité partielle, il reprend l'activité et sa formation est programmée courant juin. L'entreprise bénéficie toujours d'un accord de chômage partiel. Est-ce que le salarié, sa formation sera quand même prise en charge, même s'il a repris lui-même son activité? Même s'il reprend en cours de route, si la formation se déroule pendant la période d'éligibilité à l'activité partielle de l'entreprise, elle sera prise en charge. D'accord, ce n'est pas lié à son statut à lui, au moment de la formation. Au moment de la formation. Pour une demande FNE mixte, est-ce que les heures AP sont limitées à 35 heures de formation? Et deuxième question, est-ce que nous pouvons faire plusieurs actions de formation pour un même salarié, AP ou non AP? Alors, sur le fait d'avoir plusieurs actions de formation, c'est quelque chose qui est un peu en discussion. Pour l'heure, normalement, la position nationale, c'est que c'est une action de formation par salarié. Sachant qu'une action peut comprendre plusieurs modules, mais en tout cas, sur la position qui nous a été redonnée nationalement, alors qu'on avait des tolérances régionales, c'est plutôt une action par salarié. Maximum. Et pour les 35 heures des non-AP, s'il vous plaît? Merci. Pour moi, on reste sur les 35 heures pour les non-AP aussi. Et, bonjour, j'avais une question également. Pour une... Allô? Oui, bonjour. Pour les actions, pour savoir si on a le droit à plusieurs formations par salarié, il faut, vu qu'il y a une tolérance dans certaines régions, est-ce que l'on doit aller voir notre conseiller pour qu'il nous dise ce qui se passe dans notre région en particulier? Je pense que dans la mesure où on a une consigne nationale, ça va s'appliquer nationalement. On a eu la consigne tardive. Bonjour, j'ai également une question sur le FNE mixte. Nous sommes un groupe de formation avec différentes entités. Nous avons 2 salariés qui vont participer à la même formation. Simplement, ils sont sur 2 entités différentes. Et il y en a un qui est en activité partielle et un qui est à 100% de son temps de travail. Est-ce que du coup, le FNE mixte peut fonctionner, malgré que ça soit 2 entités différentes? Ils sont sur le... C'est un même groupe avec voilà, différentes entités et donc... Ça dépend s'ils sont du même sirène ou pas. Non. Bah non. D'accord, ok. Très bien, merci. De la même façon, c'est le même sirène qui va déterminer si c'est une formation interne possible ou pas. Si un organisme de formation et une entreprise ont le même sirène, les salariés de l'entreprise ne sont pas éligibles de l'organisme de formation qui a le même sirène. D'accord. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quels sont les critères d'application de PCO pour déterminer si l'action est onéreuse ou alors hors coût du marché. Sur quelles données vous vous basez? Alors, on a des données sur les actions qui sont traditionnellement financées. Donc, on a quelques outils par rapport à ça pour comparer. Donc, en fait, vous vous basez sur les coûts que vous enregistrez, vous, sur les dossiers de locaux, en fait. Locaux, ouais. Bonjour. Pour un dossier qui a déjà été déposé il y a 15 jours, mais qui n'avait pas le tag demandé, est-ce qu'on peut changer son intitulé et si oui, comment? Alors, vous pouvez faire un mail à votre conseiller ou à votre analyste qui gère le dossier et qui le fera si vous la connaissez.
vous pouvez annuler cette demande et la refaire dès lors qu'il y a une rétroactivité pour les mesures FNE. C'est aussi possible. Voilà, il y avait deux moyens au niveau administratif pour résoudre ce point-là. S'il n'est pas tagué FNE, nous, on ne l'identifie pas en FNE. Parce que s'il est inscrit, on risque de le prendre sur votre budget formation habituel. Même si dans le dossier, j'ai dit que c'était dans le cadre du FNE, enfin, que j'ai donné toutes les pièces qu'il fallait. On a un tel volume de dossiers que nos services d'instruction sont un petit peu dans un rush systématique. Donc la consigne est claire, c'est le tag FNE. Il y a peut-être que l'instructeur peut le voir, mais je serais prudent là-dessus. Donc moi, je vous invite à je l'appelle. les choses. Je peux l'appeler. Vous connaissez contact avec, oui. Ouais. D'accord. Merci. Pour donner un peu quand même de contact aussi, on a reçu à date, on a reçu plus de 5000 demandes, on a déjà validé 1000. Et donc on a effectivement pas mal de demandes. C'est pour ça que François a évoqué, là on est entre une semaine et 10 jours sur la validation des dossiers qui sont complets. Bonjour, excusez-moi, j'aurais une question, excusez-moi, concernant justement cette mixité de statut de salarié. Alors, si j'ai bien compris, un salarié en activité totale ne peut suivre une formation avec un financement FNE juste dans le cas où il le suit avec un salarié qui, lui, est en chômage partiel. On ne peut pas faire une action de formation pour un salarié en activité totale. Non. Il faut qu'il y ait une mixité, en fait. Oui. D'accord. Et j'ai une dernière question, veuillez m'excuser. S'il y a un changement de date, que la formation est reportée, puisqu'il n'y a pas eu assez d'inscrits et que l'organisme de formation nous dit que la session ne peut pas être maintenue, s'il y a eu l'accord, on renvoie juste la convention avec les nouvelles dates, c'est tout? Et l'attestation du salarié qui stipule qu'il est OK pour ces dates-là, etc. C'est tout, hein? On ne refait pas une nouvelle demande? Non. D'accord. Très bien, je vous remercie. Bonjour, je voulais poser une question par rapport aux intras. La Direct, on a eu une conférence la semaine dernière. La Direct semble dire qu'à partir du 11 mai, les formations en intra dans l'entreprise étaient possibles. Et on est organisme de formation. C'est-à-dire que le présentiel, que ce soit en intra ou en inter, au fur et à mesure de la reprise de l'activité des organismes de formation et autres, va sûrement redevenir possible. Donc, on pourra le prendre en compte sur les nouvelles demandes. Pour l'heure, jusqu'au 11 mai, de toute façon, c'était forcément de la FOAD. Aujourd'hui, on n'a pas encore la visibilité sur ce qui sera possible de faire dans les 15 jours ou pas. À partir du moment où il y a un protocole sanitaire dans l'entreprise qui est validé et que l'organisme de formation était OK pour le faire, la Direct semble dire qu'il n'y avait pas de problème. On a des échanges prévus avec eux cette semaine, ils vont sûrement nous le confirmer. Mais en attendant, on ne l'a pas encore formellement. Mais oui, la logique est plutôt celle-là. D'accord, OK, merci. Bonjour, les actions de formation type audit organisationnel, coaching, rentrent-ils dans le dispositif, s'il vous plaît? Non. Bonjour, en tant qu'organisme de formation, la subrogation à l'OPCO est obligatoire? Parce que pour le moment, on n'a pas reçu d'accord de prise en charge des OPCO. Alors, on met en place systématiquement effectivement la subrogation à la demande effectivement des directs pour faciliter la trésorerie des entreprises. Donc du coup, on doit facturer uniquement si on a l'accord de prise en charge. Oui, tout à fait, excuse-moi. Oui. Ouais, mais avant, justement avant d'eux, j'ai pu poser ma question là, les 30 premières minutes, je m'arrachais les cheveux pour essayer de faire quelque chose et finalement j'ai pu poser ma question. Mais moi, la question, c'est pas Acto. Est-ce qu'on a... Et les filles. Ah, super. Ouais, non, parce que du coup. Excusez-moi, est-ce que la personne qui est en ligne dans une autre conversation. Merci bien. Bonjour, excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui, j'aurais une question. Où est-ce qu'on peut trouver le formulaire justement pour faire les demandes de FNE?
Alors, on a fait une page dédiée sur notre site internet. Vous avez tout le pas à pas et les documents qui sont téléchargeables. Donc sur votre site à vous. Sur le site Atlas, ouais. Vous avez une page, vous allez sur entreprise, Covid, et là vous allez choisir recourir au FNE. D'accord, merci beaucoup. Okay. Excusez-moi, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire une demande de prise en charge. Pour les demandes de prise en charge mixte, il fallait faire d'un côté une prise en charge AP et de l'autre côté une prise en charge non AP. Je me trompe? Oui, j'essaie de suivre un truc d'info sur pourquoi Atlas pour les financements du FNE. Pour la demande de prise en charge, on en fait deux, une pour les AP et une pour les non AP? Oui, c'est ce qu'on préconise, ouais, même si c'est administrativement. Mais pour les personnes qui sont en dehors de l'AP… Après, moi, j'ai fait volontairement des demandes de montant conséquent, donc elles passent en étude de dossier, mais ça commence à être long depuis le 1er mai. Une autre personne parlait en même temps, donc je n'ai pas entendu votre réponse. En fait, ma question, c'est simple. C'est comme on ne peut pas faire de demande de prise en charge FNE pour des personnes qui ne sont pas en AP, quand on fait la demande de prise en charge non AP, comment vous allez savoir qu'il y a des AP dans la même session? Justement, puisqu'on vous demande une attestation sur l'honneur comme quoi les personnes sont placées en AP et sont volontaires pour le faire, le cas des personnes qui ne sont pas en AP, on n'a pas besoin d'attestation sur l'honneur. Donc en fait, ça va être du cas par cas. Vous taguez les formations, les deux demandes en FNE. Dans une, vous pouvez nous mettre un mail ou un petit courrier explicatif. L'objet de ce formalisme, c'est de respecter la préconisation de l'État et de vérifier que les salariés en activité partielle sont majoritaires aux demandes des entreprises. Donc c'est par action et c'est aussi par entreprise. D'accord. Merci. C'est compliqué pour nous aussi. Alors, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question sur les plateformes de cours en ligne. Sur le site Atlas, vous listez donc les principales plateformes de cours en ligne. En fait, il faut manager l'équipe autour de ça. Datadoc. On peut quand même passer par ces plateformes ou pas? Physiquement, mais il faut rassurer l'équipe. Moi, j'ai un couple d'amis, ils vivent entre Angers et bien, quoi. Oui, est-ce que vous m'entendez? On l'entend pas du tout. Le sujet, il est là. Ouais, on n'entend pas vos réponses non plus. Vous pouvez exactement, mais il est là, téléphone là qui… Excusez-moi, j'ai coupé les micros et je les ai réactivés. Oui, d'accord. Donc, je repose ma question. Ça concerne donc sur le site, votre site Atlas. Vous mettez à disposition les principales plateformes de cours en ligne. Donc, il y a une certaine liste. Et dans cette liste, en fait, toutes les plateformes ne sont pas référencées sur Datadoc. Donc, du coup, on ne peut pas utiliser cette liste. Vous pouvez l'utiliser, mais effectivement, il faut retenir que ceux qui sont éligibles au Datadoc. C'était deux démarches différentes. Hein. On a une démarche d'identification en fonction de nos branches, d'un certain nombre de formations qui étaient accessibles en distanciel pour faciliter un peu, au-delà du FNE, le recours à des formations pendant cette période-là. Pour autant, vous avez raison, ce n'est pas limitatif sur contrairement aux critères du FNE. Très bien, merci, c'est très clair. Bonjour, il y a de nombreuses personnes, de nombreux centres de formation Datadocké qui ont développé leur formation en FOAD suite au déclenchement du confinement et du FNE. Quelles informations doivent absolument être mentionnées sur les programmes pour que ces formations soient bien prises en charge comme formation à distance?
Parce que souvent, c'est leur programme classique en fait qu'ils nous transmettent. Alors là-dessus, pour que la qualification FOAD soit bien reconnue, alors il y a des critères légaux, il y a l'organisation pédagogique, les temps prévisionnels à passer par les travaux qui sont prévus à réaliser. Donc normalement, on a potentiellement une annexe FOAD qu'on peut mettre à disposition qui permet de récapituler ces éléments-là. D'accord, merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors j'ai une question. On a une entreprise qui est venue vers nous pour une formation, sachant que je ne savais pas qu'il fallait obligatoirement être datadocké, chose qu'on vient d'apprendre puisqu'on a fait la demande 2 semaines après que le dispositif soit mis en place. Donc on n'est ni référencé Datadoc et on n'a ni mis le tag FNE et la région. Est-ce qu'il y a un risque du coup que cette formation soit prise en charge, mais sur les financements hors FNE, hors financement lié au FNE Covid et renforcé? Je crois qu'il y a surtout un risque qu'elle ne soit pas prise en charge du tout, parce que si vous n'êtes pas référencé Datadoc, même sur les fonds locaux, normalement, on ne le prend pas en charge. D'accord, merci. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Je suis donc un organisme de formation et nous n'avons pas l'habitude de pratiquer la subrogation de paiement. On demande un acompte avant formation et ensuite donc des facturations au prorata de l'avancement. Donc comment ça se passe là à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut quand même continuer ces conditions exceptionnellement ou est-ce que c'est automatiquement la subrogation pour l'entreprise qui passe par le FNE? Là, dans le cadre du FNE, on passe assez systématiquement par la subrogation. D'accord. Et donc, vos délais de paiement, comment ça se passe? Parce que est-ce qu'on peut envoyer des factures? Oui, là, dans ce cas-là, au prorata de l'avancement des. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, c'est quand même possible. Oui, oui. D'accord. Et via aussi notre site. La réalisation. D'accord. Et via aussi le site, c'est-à-dire nous, en tant qu'organisme de formation, nous avons aussi un espace dédié Atlas. Donc, c'est par ce biais-là. Vous pouvez déposer des factures dématérialisées sur votre compte MyAtlas pour les organismes de formation. D'accord. Avec attestation d'assiduité, non? Ou c'est tout comme pour formation classique. D'accord. Très bien, merci. Bonjour, vous avez dit qu'il était préférable de faire deux demandes quand il y avait des AP et des non-AP. Mais du coup, quand l'organisme de formation nous a fait un devis, il a fait un devis global. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit redemander un autre devis en séparant les AP et non-AP, ou on peut réutiliser le devis et faire juste en fonction du nombre de personnes qui sont en AP et non-AP. La deuxième solution me paraît préférable. Ok, merci. Concernant la date limite de dépôt des demandes, donc j'ai bien compris que c'était le 31 mai maximum pour les demandes mixtes. Pour celles qui sont vraiment pour les salariés en activité partielle, là, il n'y a pas de date limite, en gros, tant que l'entreprise est sur sa période autorisée d'activité partielle. Oui. Alors, aujourd'hui, nous, on a une convention avec l'État jusqu'à la fin de l'année. Ça ne veut pas dire que le dispositif va rester identique jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on voit qu'il évolue un peu de semaine en semaine. Pour autant, il n'y a pas cette date limite du 31 mai. C'est bien la période d'activité partielle de l'entreprise qui permet de valider le financement sur les salariés activité partielle. D'accord, merci. Tout à l'heure, vous nous avez précisé qu'en cas de report de formation, il n'y avait pas de document spécifique à déposer sur le site. Toutefois, comment vous vérifiez la date d'activité partielle de l'entreprise si vous ne la redemandez pas au moment du report? Sur les reports de formation, ce qu'on a dit, c'est que vous alliez effectivement nous le notifier. Ce qui n'était pas, là où on ne demandait pas de documents supplémentaires, c'est si le salarié change de statut et n'est plus en activité partielle au cours de sa formation, on ne demande pas de justificatif par rapport à ça. On continue à financer ce qui a été engagé. D'accord. Mais en cas de changement, il est prévu sur le site une ligne supplémentaire où on peut rajouter le document de l'activité partielle de l'entreprise.
renouvelés, par exemple. Oui. En fait, si vous décalez la formation et que vous avez une autorisation d'activité partielle avec un avenant sur une période complémentaire, vous les rajoutez dans le dossier, sur les services en ligne. Pour les accords des salariés, peut-on envoyer un mail ou peut le salarié envoyer un mail comme quoi il est d'accord? L'accord du salarié, c'est l'entreprise qui doit le conserver. Donc oui, un mail qui vous adresse, ça peut suffire. Il faut que vous le conserviez en cas de contrôle. Donc on n'a pas besoin de l'ajouter dans le dossier? Non, on n'a plus besoin. Ouais. Au début, on vous le demandait, mais depuis, on a pu ajuster là-dessus. Merci. Excusez-moi, j'avais une précision. Je me permets une dernière question pour vous, je pense. Juste, si par exemple on a fait la demande mais sans mettre le tag FNE plus la région, est-il préférable du coup de refaire le document de demande avec ce tag pour que ce soit pris en compte? C'est ce que François a proposé tout à l'heure, hein, c'est d'annuler, de le refaire avec le FNE, sinon il faut contacter son conseiller formation. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, vous faites souvent référence au conseiller formation. Or, pour la région Île-de-France, nous avons, pour beaucoup d'entreprises, nous n'avons plus de conseiller formation. Donc, à qui peut-on s'adresser dans ces cas-là, s'il vous plaît? Alors, l'Île-de-France, nous sommes effectivement en train de redistribuer les conseillers formation entre les différentes entreprises. Donc, ce qui génère un petit peu cette situation d'interrogation. Et c'est surtout qu'il y a eu beaucoup d'émissions aussi de conseillers. Et donc, moi, par exemple, dans le 92, depuis le 30 avril, je n'ai plus de conseiller formation et je ne sais pas à qui m'adresser pour toutes les questions et les dossiers de financement. On n'a plus aucune info. Alors, pour l'Île-de-France, en cas de doute, vous pouvez nous écrire sur notre boîte d'antenne conseil-île-de-france@topco et on fait suivre aux conseillers qui reprennent les activités. Excusez-moi, je n'ai pas du tout entendu l'adresse mail donnée, s'il vous plaît. C'est conseil-île-de-france@topco-atlas.fr. Bonjour, est-ce que dans les ESN, les personnes en intercontrat peuvent être éligibles au dispositif FNE formation? Alors, la question de l'intercontrat n'est pas vraiment prise en compte par le FNE. La question, c'est est-ce qu'ils sont en statut d'activité partielle ou pas? Non, justement. Même dans le cadre de formation mixte? Alors, c'est avec d'autres salariés, oui. D'accord. Merci. Alors, bonjour. Puis après, on va peut-être clôturer notre échange. Je vous écoute. Bonjour, vous avez notre conseiller formation nous avait dit tant que nous ne dépassions pas les 1 500 € TTC par salarié, vous pouvez faire passer donc plusieurs formations. Et j'ai vu passer qu'apparemment, si le parcours était cohérent, ça pourrait être validé. Parce qu'à l'heure actuelle, on a des devis pour plusieurs formations en intra qui sont à peu près dans les 400 € par salarié. Et donc, on pourrait leur faire passer qu'une seule formation et pas plusieurs. C'est la consigne qu'on a reçue la semaine dernière. D'une formation par salarié. Oh là là. Merci. Bonjour, ce n'est pas ce que le Syntec a indiqué hier matin, en fait, par rapport à cette... Je ne sais pas ce qu'a indiqué le Syntec, mais moi, je fais que relayer par la DGEFP. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de se clarifier. Au dispositif, on a pas mal de situations où effectivement c'est un peu glissant d'une semaine à l'autre. Et inconfortable pour les entreprises, on est bien conscient et ça n'est pas très confortable pour nous non plus pour pouvoir vous répondre au mieux. On va faire en sorte de faire clarifier au mieux.
Bonjour, excusez-moi, j'ai 3 questions. J'ai posé écrit, mais je n'ai pas eu de réponse. La première, c'est comment faire pour connaître les spécificités régionales? Alors, les spécificités régionales, ça reste quand même relativement limité. C'est le processus de décision et les articulations avec la directe qu'en termes de particularité de ce qui est pris en charge ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est relativement limité. Il y a quelques exclusions. Et par rapport à ça, en fait, les antennes qui traitent vont relayer en fonction de ces particularités-là. Mais ça, le cadre est le même. Par contre, le cadre, après, vous allez avoir Direct qui va nous demander telle ou telle pièce ou qui va nous demander peut-être des modalités de vérification sur certains dossiers ou certaines entreprises, ils vont vouloir les traiter directement, mais ça, c'est vraiment à la marge et on oriente après les entreprises en fonction quand c'est vraiment particulier. Mais ça reste assez minoritaire. D'accord, merci. Ma deuxième question est si la formation a déjà été réalisée, voire même déjà payée, c'est quand même le devis qu'il faut fournir comme pièce justificative à la demande de prix. Ou est-ce qu'on peut joindre du coup la facture à la place du devis ou alors même les deux? Non, c'est le devis. La facture, de toute façon, on ne la prendra pas en charge tant qu'il n'y a pas d'accord de financement. D'accord. Par contre, une rétroactivité sur les actions au 1er mars pour les actions hors demande mixte. D'accord. Et du coup, si j'ai bien compris, la subrogation, ça implique que la facture doit être établie au nom de l'OPCO et non plus au nom de l'entreprise qui a effectué la fonction. Ouais. D'accord, je vous remercie. C'était mes 3 questions. Ok. Je vais vous proposer qu'on en reste là, puisqu'on a effectivement un gros stock de questions écrites. Alors, on n'a pas pu tout y répondre là, en même temps qu'on interagissait avec vous. On va faire en sorte de les compléter pour joindre les réponses avec la publication de la vidéo. On espère qu'on a permis de clarifier un certain nombre d'éléments dans la compréhension de ce dispositif. S'il y avait des évolutions importantes dans les semaines qui viennent, ce qui est toujours possible, notamment à partir du mois de juin, évidemment, on organisera le même type d'événement et on poussera toute la communication possible sur le sujet. Il est probable que le FNU demeure un dispositif nouveau qui évolue au fur et à mesure et qui soit un peu le chouchou de l'État pour réaliser un peu l'accompagnement des entreprises dans cette période assez compliquée. On vous remercie en tout cas de votre participation et on espère que par rapport à ça, on va pouvoir faciliter les réponses. François, je ne sais pas si tu as un mot à rajouter aussi pour nos interlocuteurs. Merci à tout le monde pour votre présence et votre compréhension, parce que c'est vrai que nous sommes dans un bateau un peu mouvant, avec des décisions qui bougent. Tout à l'heure, la question de la spécificité régionale est une question très délicate pour nous, parce que nous sommes un peu pris entre le feu des directs qui nous apportent les financements sur le terrain et la DGFP qui veut absolument fixer un cadre le plus uniforme possible. Pour les entreprises qui ont des sites un peu partout en France, ça peut être un peu difficile. En tout cas, sachez que vous êtes mobilisés aujourd'hui, pas tout à fait à 100%, mais presque, sur le dispositif FNE. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée. Excusez-moi, vous envoyez le PowerPoint par email, c'est ça? Tout à fait. Merci. Merci. Et bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Merci. Merci beaucoup. Activé. Merci.